Emma, j'ai besoin que tu représentes Madison dans son affaire de faillite. La voix de ma mère m'est parvenue au téléphone avec ce ton d'attente particulier qu'elle avait toujours utilisé en me demandant de nettoyer les dégâts de ma sœur, comme si ma coopération était simplement une conclusion courue d'avance, une formalité que nous devions accomplir avant de passer à la logistique. J'étais assise dans mon bureau d'angle au 42e étage de Morrison and Keller, dans le centre de Chicago, regardant le lac Michigan tandis que la pluie striait les vitres, et pendant un instant, je n'ai pas trouvé mes mots, car l'audace pure et simple de cette demande m'avait littéralement coupé le souffle. Non, ai-je finalement dit, et cette unique syllabe a eu l'effet d'un saut d'une falaise. Il y a eu une pause, le genre de silence qui, autrefois, me poussait à le combler d'excuses ou d'explications, mais j'avais appris quelque chose au cours des 10 ans qui s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté la maison à 18 ans avec rien d'autre qu'un rêve refusé et une montagne de dettes étudiantes. J'avais appris que je ne devais d'explications à personne pour me protéger. Comment ça, non? A demandé ma mère, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix, car dans son esprit, j'étais encore la fille cadette qui absorbait la déception sans se plaindre, qui cumulait 3 emplois et suivait des cours du soir sans demander d'aide, qui a vu son fonds d'études de 75 000 disparaître dans l'entreprise fantaisiste de ma sœur sans faire de scène lors des dîners de famille. Je veux dire que je ne représenterai pas Madison, ai-je dit, en gardant ma voix égale et professionnelle, le même ton que j'utilisais pour expliquer à mes clients que leur situation financière était irrécupérable. Je peux vous donner les coordonnées d'excellents avocats spécialisés en faillite dans la région. L'ironie ne m'échappait pas. J'étais devenue une spécialiste du droit de la faillite. Je passais mes journées à guider les gens à travers les conséquences d'une mauvaise gestion financière et de mauvaises décisions. J'avais bâti une carrière réussie dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Chicago en nettoyant essentiellement des dégâts qui n'étaient pas sans rappeler celui que ma sœur avait fait de sa vie. J'avais été promue collaboratrice senior avec 2 ans d'avance. J'avais la réputation d'être minutieuse, pragmatique et dénuée de tout sentimentalisme face aux réalités financières. Les associés me confiaient leurs cas les plus complexes, car je pouvais voir au-delà du brouhaha émotionnel pour atteindre les faits bruts sous-jacents. Et le fait le plus dur que j'ai jamais eu à affronter était que ma famille m'avait toujours vue comme une ressource à utiliser plutôt que comme une personne à estimer, et qu'aucune réussite ne changerait jamais la façon dont ils me voyaient, à moins que je ne change la façon dont je me voyais moi-même. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Je me souvenais du moment où mon avenir s'est effondré avec une clarté parfaite, car c'est arrivé un mardi après-midi ordinaire de mars, alors que j'avais 18 ans, assise à la table de la cuisine avec mes 2 parents, tandis que la lumière du soleil printanier entrait par la fenêtre et dessinait des motifs sur la surface usée du stratifié. J'avais apporté ma lettre d'acceptation de l'Université Northwestern, le dossier d'aide financière, et un carnet où j'avais soigneusement calculé exactement ce dont j'aurais besoin du fonds d'études auquel mes parents avaient contribué depuis ma naissance, ce fonds dont ils avaient parlé à chaque anniversaire et bon bulletin, ce fonds qui représentait mon billet pour l'avenir vers lequel j'avais travaillé toute ma vie scolaire. Donc, avec la bourse partielle et mon aide financière, j'aurais besoin d'environ 50 000 du fonds d'études, avais-je dit en leur montrant mes calculs, fière de la bourse que j'avais obtenue, reconnaissante pour le fonds qu'ils avaient constitué. Ma mère a regardé mon père, et quelque chose est passé entre eux qui m'a noué l'estomac avant même qu'elle ne parle. Emma, ma chérie, il y a quelque chose que nous devons te dire à propos du fonds d'études, a-t-elle dit,
et son ton était trop désinvolte, trop léger pour ce qui allait suivre. Nous l'avons donné à Madison pour son entreprise. Je me souviens l'avoir regardé fixement, attendant la clarification, la blague ou l'explication qui rendrait cela logique. Mais mon père a juste baissé les yeux sur ses mains, et ma mère a continué à parler comme si elle venait de m'annoncer qu'ils avaient changé de fournisseur de câbles. C'est 75 000 $ Emma. Madison en avait besoin pour son entreprise de coaching en art de vivre de luxe, et c'est une véritable opportunité pour elle de construire quelque chose de significatif. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es si intelligente et capable, tu n'as qu'à prendre des prêts étudiants comme tout le monde, mais Madison a besoin de cette chance pour se trouver et se construire une carrière. Madison est alors entrée dans la cuisine, probablement attirée par le son de la conversation, et elle portait de nouveaux vêtements coûteux que je n'avais jamais vus auparavant, tenant un sac de créateur qui devait coûter 1 mois de salaire de mon emploi à temps partiel. Tu n'as qu'à prendre des prêts, M, a dit Madison en s'appuyant contre le comptoir, avec une confiance totale en son droit sur mon avenir. J'ai une vraie opportunité ici. Maman et papa investissent dans quelque chose qui pourrait réellement se transformer en carrière, pas juste un autre diplôme universitaire générique. Je me souviens avoir regardé mon père, attendant qu'il intervienne, qu'il plaide en ma faveur ou qu'il fasse autre chose que de rester assis en silence pendant que ma sœur qualifiait mon éducation de générique et que ma mère requalifiait un vol en investissement, mais il s'est juste agité sur sa chaise et n'a rien dit du tout. Le dossier de Northwestern était posé sur la table entre nous. La lettre de bourse qui représentait des centaines d'heures d'études, des notes parfaites, des activités extrascolaires et des ébauches de dissertation, et j'ai compris à ce moment-là que rien de tout cela n'avait compté, car j'avais travaillé pour un avenir que mes parents avaient déjà cédé à ma sœur sans me le demander, sans même m'avertir, jusqu'à ce que la décision soit complètement finale et irréversible. L'entreprise de coaching en art de vivre de luxe de Madison était apparemment conçue pour aider les femmes qui réussissent à rehausser leur marque personnelle et incarner l'abondance, ce qui, d'après ce que je pouvais déduire de son site web clinquant, signifiait prendre des selfies dans des vêtements coûteux et publier des citations inspirantes sur la manifestation de la prospérité, mais les 75 000 $ qui auraient dû financer mon éducation ont servi à rendre cette fantaisie convaincante pour absolument personne qui comptait. Elle a loué un bureau dans un quartier branché de la ville pour 1 800 $ par mois. Engagé un concepteur de site web pour créer un site qui a probablement coûté 10 000 $ avec ses photographies professionnelles et son interface épurée, et a investi dans ce qu'elle appelait sa garde-robe d'autorité. Car apparemment, on ne pouvait pas coacher les gens sur un mode de vie luxueux en portant des vêtements provenant d'un magasin normal. J'ai observé tout cela depuis l'appartement exigu que je partageais avec 2 colocataires près du Community College où je m'étais inscrite au lieu de Northwestern, travaillant le matin dans un café à partir de 5 heures, suivant des cours de 9 heures à 3 heures, puis travaillant le soir dans une bibliothèque universitaire, et les week-ends en faisant de la saisie de données à distance pour une société de facturation médicale. Je prenais 18 crédits par semestre, essayant de compresser la durée de mes études, car chaque semestre coûtait de l'argent que je n'avais pas, et chaque jour, je voyais les stories Instagram de Madison montrant sa visite de bureau, ses pièces d'investissement et ses publications motivantes sur la prise de risque, et le fait de parier sur soi-même, tout cela financé par le pari que mes parents avaient fait avec mon avenir. Ma mère appelait tous les dimanches et passait 45 minutes à parler de l'entreprise de Madison, de son courage d'être entrepreneur, de la fierté qu'ils éprouvaient à la voir construire quelque chose de significatif et du fait que les clients allaient sûrement commencer à affluer d'un jour à l'autre parce que Madison avait un charisme et une vision si naturelle. « Et comment vont tes cours, Emma ?» demandait-elle dans les 5 dernières minutes de l'appel, et avant que je puisse dire plus que bien, elle était de retour à la dernière stratégie commerciale de Madison, à son événement de réseautage
ou à sa percée sur les réseaux sociaux. J'étudiais pour les examens dans le bus entre mes emplois. Je mangeais des nouilles ramen et des sandwichs au beurre de cacahuète pour économiser de l'argent, et je regardais ma sœur publier des photos de déjeuners d'affaires dans des restaurants chers et d'événements de réseautage qui ressemblaient à des fêtes ordinaires, sauf que tout le monde était mieux habillé et tenait une coupe de champagne. Mon père m'a envoyé 200 $ une fois avec un mot disant pour les livres. Et quand je l'ai appelé pour le remercier, il a dit doucement: Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu, Emma, mais il n'a rien dit d'autre et n'a pas envoyé plus d'argent parce que l'entreprise de Madison avait sans cesse besoin de plus d'investissement, de plus de soutien, de plus de tout, tandis que j'apprenais que n'avoir besoin de rien était le seul moyen d'éviter la déception. L'épuisement était total et complet. Ancré dans mes os, je m'endormais dans les salles d'études de la bibliothèque et j'arrivais à mes services au café les yeux brûlants, et la seule chose qui me faisait avancer était la certitude obstinée que je prouverais à tout le monde qu'ils avaient tort en réussissant selon mes propres termes, que je construirais quelque chose de réel à partir des décombres de mon rêve volé, et qu'un jour, le contraste entre la performance de Madison et ma réussite réelle serait si frappant que même ma mère devrait le voir. Le fond d'étude n'était pas le début du traitement différencié, juste la manifestation la plus coûteuse d'un schéma qui s'était établi depuis que Madison et moi étions enfants, un schéma que j'avais essayé de rationaliser, d'excuser et de comprendre jusqu'à ce que le poids des preuves accumulées rende le déni impossible. Quand Madison a eu 16 ans, nos parents lui ont acheté une Honda Civic d'occasion pour 3 000 $, présentée avec un gâteau et une fête où elle a invité 20 amis, et elle s'est plainte qu'elle n'était pas neuve et que l'intérieur sentait bizarre, mais elle l'a conduite à l'école tous les jours pendant que je prenais le bus pendant 2 années supplémentaires, jusqu'à ce que je puisse économiser suffisamment de mon emploi à temps partiel à l'épicerie pour acheter ma propre voiture pour 800 $, qui tombait en panne tous les quelques mois. La fête de remise des diplômes de Madison au lycée a coûté 5 000 $ selon le reçu que j'ai vu accidentellement sur le bureau de mon père, organisé dans une salle louée avec un traiteur, un DJ et une cabine photo, avec des parents venant de 3 États différents et Madison portant une robe blanche comme si c'était un mariage. Ma propre remise des diplômes 2 ans plus tard a été célébrée avec un gâteau rectangulaire de la boulangerie de l'épicerie et un dîner dans un Olive Garden où ma mère a passé la majeure partie du repas à parler de l'adaptation de Madison à l'université. J'ai été diplômée majeure de ma promotion avec une moyenne de 4,0, une liste complète de crédits AP et une admission à Northwestern, et ma mère a mis l'annonce dans la lettre d'information familiale en une seule phrase. Mais quand Madison a figuré sur la liste du doyen un semestre avec une moyenne de 3,2, ma mère a appelé chaque parent personnellement pour partager la nouvelle et l'a publiée sur Facebook avec 3 paragraphes sur le dévouement et l'intelligence de Madison. Quand j'ai demandé une fois, prudemment, pourquoi Madison semblait recevoir plus d'attention, de ressources et de célébration, ma mère m'a regardée avec ce qui semblait être une confusion sincère et a dit: Madison a besoin de plus de soutien, Emma. Elle est sensible et le monde est plus dur pour elle. Mais toi, tu es si capable et autonome que nous n'avons pas à nous inquiéter pour toi de la même manière. Et j'ai compris que ma compétence était devenue la justification de ma négligence, qu'être forte signifiait être négligée, que n'avoir besoin de rien était le rôle qu'on m'avait assigné dans ce système familial. Madison a reçu de l'aide pour ses candidatures universitaires, la relecture de ses dissertations et des visites de campus dans 5 écoles différentes, tandis que je remplissais mes dossiers seule à la table de la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. Et quand j'ai demandé à mon père de lire ma lettre de motivation, il a dit qu'il le ferait, mais ne l'a jamais fait. Et je l'ai soumise sans retour et j'ai été acceptée quand même,
parce que j'avais appris que la réussite sans soutien était toujours une réussite. Chaque matin de Noël signifiait regarder Madison ouvrir 2 fois plus de cadeaux. Chaque réunion parents-professeurs signifiait entendre parler du potentiel de Madison, tandis que mes notes parfaites étaient accueillies par des hochements de tête et des C'est ce que nous attendons de toi. Chaque dîner de famille signifiait centrer les difficultés, les rêves et les besoins de Madison, tandis que les miens devenaient un bruit de fond. Et j'ai développé une détermination fondée sur la compréhension que si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais le créer entièrement seul, qu'attendre le soutien, la reconnaissance ou l'investissement de mes parents, c'était attendre quelque chose qui ne viendrait jamais, et que la seule personne sur qui je pouvais vraiment compter était moi-même. 2 ans après que Madison eut pris mon fonds d'études, les fissures dans son entreprise de coaching en art de vivre de luxe étaient devenues des gouffres impossibles à ignorer, même pour l'optimisme déterminé de ma mère, et les publications Instagram étaient passées de proclamations confiantes sur les transformations de clients à des citations de plus en plus abstraites sur la persévérance, le pivotement et la confiance en son parcours, que je reconnaissais comme le langage de quelqu'un qui prétend que tout va bien tout en se noyant. J'étais alors en 2e année à l'Université d'État, travaillant toujours 3 emplois, mais maintenant ma moyenne de 4,0 grâce à ce que je ne peux décrire que comme une pure volonté obstinée. Et j'avais arrêté de suivre les médias sociaux de Madison parce que la regarder jouer au succès avec mon avenir volé était devenu trop douloureux. Mais les appels dominicaux de ma mère me tenaient au courant, que je le veuille ou non, avec des mentions de Madison restructurant son modèle d'affaires et se concentrant sur ses offres principales, ce que je comprenais comme signifiant qu'elle n'avait ni clients ni revenus. L'appel est arrivé un mardi soir de mars, alors que j'étais à la bibliothèque entre mes cours de l'après-midi et mon service du soir, et j'ai failli ne pas répondre parce que j'étudiais pour un examen de statistique et que j'avais exactement 40 minutes pour réviser 3 chapitres. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher, et la voix de Madison m'est parvenue avec ce ton particulier de droit désinvolte que j'avais appris à reconnaître comme précédant une demande. Salut M, alors je t'appelle parce que j'ai cette opportunité incroyable de développer l'entreprise, mais j'ai besoin d'un petit capital pour vraiment passer au niveau supérieur. Et je me disais que comme tu travailles beaucoup, tu as probablement des économies. Et ça pourrait être un excellent investissement pour toi, parce qu'une fois que l'entreprise décollera, tu verras un retour sur ce que tu me prêtes. A-t-elle dit d'un seul souffle comme si elle l'avait répété, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac en réalisant qu'elle s'apprêtait à me demander de l'argent, à moi qui vivais avec 4 heures de sommeil, de la nourriture de la cafétéria, et qui n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis 8 mois. Combien? Ai-je demandé, et elle a répondu 10 000 $, peut-être 12 pour être sûre, mais je te rembourserai dans les 6 mois une fois que cette nouvelle source de revenus sera lancée. Et j'ai éclaté de rire dans la bibliothèque silencieuse, ce qui m'a valu des regards des autres étudiants, car l'audace de me demander 10 000 $ alors qu'elle m'avait déjà pris 75 000 de mon argent était si énorme que je ne pouvais la traiter que comme une absurdité. Madison, je n'ai pas 10 000 $. Je suis une étudiante à plein temps qui cumule 3 emplois pour payer le Community College parce que mon fonds d'études est allé à ton entreprise. J'ai peut-être 800 $ d'économie pour les urgences, ai-je dit aussi calmement que possible. Et il y a eu une pause avant qu'elle ne dise « Eh bien, tu pourrais prendre un prêt ou le mettre sur une carte de crédit? C'est vraiment important, Emma. Ça pourrait être ce qui rend enfin l'entreprise rentable et alors je pourrais aussi rembourser maman et papa. » Et j'ai compris qu'elle leur avait déjà demandé plus d'argent et qu'ils avaient soit refusé, soit n'en avaient plus, et maintenant, elle était passée à l'extraction de ressources de ma part. Je lui ai dit non, juste un non plat et simple sans explication ni justification, et elle s'est mise en colère à la Madison, ce qui signifiait que sa voix est devenue tendue et blessée, et elle a dit « Je n'arrive pas à croire que tu ne veuilles pas m'aider, après tout ce que notre famille a fait pour toi. » Ce qui était une inversion si stupéfiante de la réalité que j'ai littéralement éloigné le téléphone de mon oreille et l'ai fixé.
Quand j'ai refusé à nouveau et mis fin à l'appel, elle a dû appeler immédiatement notre mère, car 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné et c'était maman qui me demandait pourquoi j'étais si égoïste et peu solidaire, alors que Madison avait des difficultés et que la famille s'entraide. Et est-ce que je ne comprenais pas que le succès de Madison nous profiterait à tous? Et j'ai dit, comment exactement son succès me profiterait-il alors que c'est moi qui ai perdu mon fonds d'études pour qu'elle puisse prendre des selfies dans des vêtements chers? Et ma mère est devenue silencieuse de cette manière particulière qui signifiait que j'avais dit quelque chose de vrai qu'elle n'avait aucune intention de reconnaître. Avant de me dire que j'étais cruelle et que mon amertume était peu attrayante et qu'elle m'avait mieux élevée que ça. La culpabilité est venue par vagues après que j'ai raccroché. Ce sentiment terrible et familier que peut-être j'avais tort. Peut-être j'étais égoïste, peut-être que les bonnes personnes aident leur famille même quand ça fait mal. Mais sous la culpabilité, il y avait quelque chose de plus nouveau et de plus dur, une petite voix qui disait que j'avais le droit de me protéger, ainsi que mes ressources et mon avenir, que dire non ne faisait pas de moi une mauvaise personne, que les limites n'étaient pas une trahison même si ma famille les traitait comme telles. C'était la première fois que je refusais explicitement de me sacrifier pour le bénéfice de Madison, et les conséquences m'ont semblé à la fois libératrices et terrifiantes, comme si j'étais sortie d'un rôle que j'avais joué toute ma vie et que je n'avais maintenant aucun script pour la suite. La lettre d'acceptation de la faculté de droit de Northwestern est arrivée un jeudi d'avril, une enveloppe épaisse avec le logo violet que j'ai reconnu immédiatement, et je me suis assise dans ma voiture sur le parking du restaurant où je travaillais le soir, et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, lisant les mots Nous avons le plaisir de vous offrir une place. 3 fois avant de me permettre de croire que c'était réel. L'offre de bourse était partielle, couvrant 40% des frais de scolarité, ce qui signifiait que je devrais encore contracter des prêts substantiels en plus de la dette de premier cycle que j'avais déjà accumulée, et quand j'ai fait le calcul, assise là dans ma voiture avec l'application calculatrice que j'utilisais pour suivre chaque dollar depuis 3 ans, le total s'élevait à 120 000 dollars de dette d'études au moment de mon diplôme. Un chiffre si énorme qu'il m'a noué l'estomac de peur même en sentant l'attrait des possibilités. J'ai attendu le dîner du dimanche pour l'annoncer à mes parents, pensant que peut-être cette réussite serait enfin la chose qui les rendrait fiers, que peut-être ils verraient que je m'étais battue pour entrer dans l'une des meilleures facultés de droit du pays malgré tout, et reconnaîtraient ce que cela signifiait. Et j'ai répété l'annonce dans ma tête pour la faire paraître désinvolte et confiante, comme si ce n'était pas l'aboutissement de tous les sacrifices que j'avais faits pendant 3 ans. Ma mère mettait la table quand je leur ai annoncé, et elle s'est arrêtée avec une cuillère de service à mi-chemin du plat et a dit « La faculté de droit, c'est tellement inutile, Emma, c'est 3 ans de plus, et toute cette dette alors que tu pourrais trouver un travail maintenant avec ta licence, et honnêtement, Madison pourrait vraiment avoir besoin d'aide avec son entreprise. Peut-être que tu pourrais travailler avec elle pendant un certain temps et ensuite décider pour d'autres études. » Et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine en réalisant que même ça, même la faculté de droit de Northwestern, n'était pas suffisant pour attirer leur attention, leur fierté ou leur soutien dans ma direction. Mon père a posé son verre et a dit avec ce ton raisonnable qu'il utilisait quand il s'apprêtait à suggérer quelque chose qu'il avait déjà décidé être le mieux. Peut-être que tu devrais attendre 1 an, Emma, laisser les choses se tasser financièrement, nous aider un peu puisque tu vas bientôt être diplômée et que l'entreprise de Madison a besoin d'un peu de capital pour vraiment se stabiliser. Et j'ai compris qu'il s'attendait à ce que je retarde mon avenir pour financer l'échec continu de ma sœur, que je mette mes rêves en attente indéfiniment pendant que les besoins de Madison continuaient de consommer toutes les ressources familiales. Madison a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour dire « Je veux dire, la fac de droit, c'est un peu excessif de toute façon. Tout le monde sait que les avocats sont malheureux. » Avant de retourner à son défilement. Et le mépris était si désinvolte et complet que j'ai senti le dernier fil d'espoir qu'il puisse célébrer avec moi se dissoudre simplement.
Je leur ai dit que j'acceptais l'admission et la bourse, que j'avais déjà calculé les prêts et créé un plan de remboursement, que je le faisais avec ou sans leur soutien. Et le visage de ma mère a fait cette chose où il s'est complètement fermé et elle a dit: Eh bien, j'espère que tu sais ce que tu fais, mais ne viens pas nous voir quand tu seras noyé sous les dettes et les regrets. Et j'ai regardé mes deux parents assis là à table, et j'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'obtiendrai jamais leur soutien, leurs encouragements ou leur investissement, qu'attendre qu'ils voient soudainement ma valeur et me choisissent, c'était attendre quelque chose qui n'arriverait fondamentalement jamais, parce que le système familial exigeait que je sois autonome et que Madison soit soutenue, et essayer de changer cette dynamique, c'était essayer de changer toute leur compréhension du fonctionnement de notre famille. J'ai quitté le dîner plus tôt ce soir-là, je suis retournée à mon appartement en voiture et j'ai appelé la faculté de droit le lendemain matin pour accepter ma place dans la promotion entrante. Et je me sentais terrifiée et seule, et aussi quelque chose comme un soulagement, parce qu'au moins maintenant je savais exactement où j'en étais, et je pouvais arrêter d'espérer quelque chose de différent. Je pouvais arrêter d'attendre que mes parents se manifestent pour moi, et me concentrer simplement sur le fait de me manifester pour moi-même. L'entreprise de coaching en art de vivre de luxe de Madison a officiellement fermé en novembre de ma deuxième année de droit, 3 ans et 2 mois après son ouverture en grande pompe avec mon fonds d'études. Et je l'ai appris non pas par une annonce familiale, mais en voyant son compte Instagram professionnel devenir inactif, puis sa publication personnelle qui disait quelque chose comme achever ce chapitre de mon parcours et évoluer au-delà des contraintes des modèles d'affaires traditionnels, ce que j'ai compris comme le langage de l'échec déguisé en choix intentionnel. Ma mère m'a appelé la semaine suivante entre deux cours et m'a dit, d'une voix soigneusement contrôlée, que Madison avait pris la décision difficile mais mûre de fermer l'entreprise parce que le marché n'était pas prêt pour sa vision, parce que les clients n'étaient pas disposés à investir en eux-mêmes au niveau nécessaire pour une véritable transformation, parce que l'économie avait rendu les services de luxe difficiles, et j'ai écouté sa construction de ce récit, qui absolvait Madison de toute responsabilité ou de tout mauvais jugement, et j'ai dit combien d'argent a été perdu au total. Et il y a eu une longue pause avant que ma mère ne dise ce n'est pas vraiment la question, Emma. La question est que Madison a tenté quelque chose de courageux, et maintenant elle a besoin du soutien de sa famille pendant cette transition. Mais j'ai demandé à nouveau, et finalement elle a admis qu'entre les 75 000 $ initiaux de mon fonds d'études et les investissements supplémentaires qu'ils avaient faits au cours des 3 années, la perte totale était d'environ 95 000 $. Un chiffre si stupéfiant que j'ai dû m'asseoir sur un banc à l'extérieur du bâtiment de la faculté de droit, pendant que ma mère continuait de parler de la façon dont ces choses arrivent, dont l'entrepreneuriat est risqué et qu'au moins Madison avait suivi ses rêves. Il n'y a eu aucune excuse dans cette conversation, aucune reconnaissance que mon fonds d'études avait été complètement incinéré pour une entreprise qui n'avait jamais eu un seul client vérifiable ou $1 de revenu légitime. Aucune reconnaissance que je portais maintenant une dette étudiante à 6 chiffres parce qu'ils avaient donné mon avenir éducatif à la fantaisie coûteuse de Madison. Et quand j'ai dit, donc, mes frais de scolarité de Northwestern ont payé pour que Madison prenne des selfies et loue un bureau pendant 3 ans, la voix de ma mère est devenue froide et elle a dit tu sais, ton amertume à ce sujet est vraiment peu attrayante, Emma. Nous faisons tous des sacrifices pour la famille, et Madison traverse une période très difficile en ce moment et a besoin de compassion, pas du jugement de sa petite sœur. Et j'ai senti quelque chose en moi se fermer complètement, une dernière porte d'espoir qu'il puisse un jour reconnaître ce qu'il m'avait fait, s'est simplement refermée et verrouillée. Madison a réemménagé chez nos parents la semaine après Thanksgiving, sans perspective d'emploi et sans autre plan que de publier sur les réseaux sociaux qu'elle prenait du temps pour guérir et se reconnecter avec son moi authentique. Et ma mère m'a rapporté cela comme si c'était un développement positif, comme si le retour en arrière de Madison vers la dépendance à 31 ans
était en quelque sorte un choix mûr plutôt que la conséquence inévitable de 3 années à jouer au succès sans aucune base commerciale réelle. Je réussissais brillamment en droit à ce moment-là, malgré l'épuisement qui était devenu mon état permanent, dans les 15% supérieurs de ma classe et interpellé par des professeurs qui reconnaissaient que je faisais les lectures et comprenais la matière. Mais quand j'ai mentionné avoir intégré la revue de droit dans ce même appel téléphonique, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », d'une voix distraite, avant de revenir au sujet du parcours émotionnel de Madison et de se demander si ce serait utile pour elle de consulter un coach de vie, et j'ai éclaté de rire, ce qui a plongé ma mère dans un silence confus, car l'ironie de Madison ayant besoin d'un coach de vie après avoir échoué en tant que coach de vie était apparemment perdue pour tout le monde, sauf pour moi. Le stage d'été chez Richardson & Cole a été confirmé en mars de ma 2e année. L'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Chicago, avec une pratique en faillite qui représentait des entreprises du Fortune 500. Et quand j'ai reçu l'email d'offre, je me suis assise dans la bibliothèque de la faculté de droit et je l'ai lu 5 fois avant de me laisser ressentir la vague d'accomplissement, car c'était le genre de placement qui ouvrait des portes. Le genre d'opportunité que les étudiants avec de l'argent de famille et des relations obtenaient habituellement, tandis que des gens comme moi étaient censés être reconnaissants pour tout ce qu'ils pouvaient obtenir. Le salaire était de 18 000 $ pour 10 semaines, ce qui signifiait que je pouvais enfin quitter mon travail du week-end à la librairie et mes cours particuliers du soir pour me concentrer entièrement sur le stage, que je pouvais me présenter sans être épuisée pour une fois et y donner tout ce que j'avais, et cet été est devenu un tournant où j'ai découvert que j'étais vraiment douée pour ce travail, que la compréhension des structures financières des entreprises et du code de la faillite me venait naturellement, d'une manière qui semblait presque ironique, étant donné que j'avais passé des années à regarder ma famille commettre toutes les erreurs financières possibles, alors que j'avais dû apprendre la discipline et la planification juste pour survivre. Ma partenaire superviseur était une femme nommée Catherine Liu, qui avait bâti la pratique de la faillite à partir de rien et qui semblait reconnaître quelque chose en moi lors de notre première rencontre. Elle m'a confié du vrai travail au lieu de simples missions de recherche, m'a laissé assister aux réunions avec les clients, rédiger de véritables requêtes et m'a demandé mon avis comme s'il comptait. Et pour la première fois depuis le début de mes études de droit, j'ai eu l'impression que quelqu'un en position d'autorité voyait mon potentiel et s'investissait activement dans son développement. J'ai intégré la revue de droit ce printemps-là grâce à mes notes et à une soumission à un concours d'écriture, ce qui signifiait encore plus de travail ajouté à un emploi du temps déjà écrasant. Mais cela signifiait aussi que mon CV avait maintenant le genre de référence qui faisait que les employeurs prêtaient attention et je collectionnais ces réussites tranquillement, en privé, comme si je construisais une échelle de secours, barreau par barreau, où chaque prix, chaque honneur et chaque opportunité était la preuve que je pouvais y arriver entièrement seule. Ma mère a appelé une fois cet été-là et a parlé pendant 20 minutes des difficultés de Madison à trouver un emploi, de sa dépression de vivre à nouveau à la maison et de l'inquiétude de mes parents pour son estime de soi. Quand j'ai mentionné que j'avais intégré la revue de droit, il y a eu une brève pause, puis « C'est bien, ma chérie, je suis sûre que ça fera bien sur ton CV, mais je suis vraiment inquiète pour ta sœur en ce moment. Elle parle de peut-être retourner à l'école pour quelque chose, mais elle n'est pas sûre de quoi, et nous essayons d'être solidaires. Mais c'est difficile quand elle est si découragée. » Et j'ai réalisé que ma mère n'avait pas appelé pour prendre de mes nouvelles du tout, mais pour voir si peut-être, maintenant que j'avais ce stage prestigieux, je serais prête à offrir à Madison des conseils de carrière ou des contacts, prête à partager certaines des ressources que j'avais si durement gagnées avec la sœur qui avait nonchalamment consumé tout mon fonds d'études et n'avait jamais reconnu une seule fois ce que cela m'avait coûté. Thanksgiving cette année-là a été la dernière fête à laquelle j'ai assisté chez mes parents pendant longtemps, assise à table pendant que ma mère servait Madison en premier et lui posait des questions douces sur comment elle se sentait et ce dont elle avait besoin, tout en me regardant à peine.
Quand mon père a posé des questions sur mes études de droit de manière superficielle, j'ai mentionné l'offre de stage pour retourner chez Richardson Cole l'été suivant, et ma mère a dit: Eh bien, c'est bien, tu te construis certainement une carrière. Même si je m'inquiète que tu passes à côté d'autres choses, Madison disait qu'elle aimerait que vous soyez plus proches, mais tu es toujours si occupé. Et j'ai ressenti la douleur familière d'être faite pour me sentir égoïste de réussir, coupable de ne pas sacrifier mes opportunités pour soutenir l'ego de ma sœur. Je suis partie tôt ce soir-là, prétextant avoir à étudier, et je suis retournée sur le campus en voiture, avec cette clarté croissante que la distance entre moi et ma famille n'était pas quelque chose dont il fallait se sentir mal, mais quelque chose de nécessaire à ma survie, que leurs appels, leurs fêtes et leurs attentes étaient tous conçus pour me ramener dans un rôle que je n'avais jamais accepté de jouer, et que continuer à me présenter n'était que du volontariat pour plus de la même douleur. J'ai été diplômée de la faculté de droit en mai, dans les 10% supérieurs de ma promotion, avec mention et une référence à la revue de droit qui avait nécessité de sacrifier ce qui restait de ma vie sociale, et 3 jours après la cérémonie, j'ai reçu l'offre officielle de Richardson Cole que j'attendais depuis mon 2e été là-bas, mais qui semblait encore surréaliste quand je l'ai vue par écrit. 190 000 dollars de salaire de départ en tant qu'associé de première année dans leur division de faillite, plus un potentiel de bonus qui pourrait ajouter 30 000 dollars supplémentaires, des avantages sociaux incluant une assurance maladie que je n'aurais pas à m'inquiéter de pouvoir me payer, et une prime à la signature de 15 000 dollars qui a atterri sur mon compte en banque comme un petit miracle. Je me suis assise seule dans mon appartement ce soir-là, la lettre d'offre sur ma table de cuisine, et je me suis laissé ressentir tout le poids de ce que j'avais accompli entièrement seule, sans argent de famille, sans relation ni soutien, comment chaque parcelle de ce succès avait été construite à travers des années d'épuisement et de sacrifice, et de refus d'abandonner même quand il aurait été plus facile d'être amère et vaincue. Et j'ai pleuré pendant peut-être 20 minutes, non pas de tristesse, mais de ce sentiment écrasant d'avoir vraiment réussi, d'avoir vraiment accompli la chose impossible que je m'étais promise de faire quand j'avais 18 ans et que je regardais mon fonds d'études disparaître dans la fantaisie de Madison. Je ne l'ai pas dit à ma famille immédiatement parce que je voulais garder cette réussite pour moi un moment, la protéger d'être diminuée ou transformée en quelque chose à propos de Madison. Et j'ai passé une semaine à simplement exister avec la connaissance privée que j'étais sur le point de commencer une carrière qui me permettrait enfin d'attaquer agressivement mes prêts étudiants, de construire une véritable sécurité financière et de ne plus jamais avoir à cumuler 3 emplois juste pour survivre. Quand j'ai finalement appelé ma mère un dimanche après-midi pour lui annoncer l'offre, il y a eu une pause, puis elle a dit: Eh bien, c'est merveilleux, Emma, je suis sûre que tu réussiras très bien, d'un ton qui parvenait à être à la fois félicitant et en quelque sorte plat, manquant de l'enthousiasme qu'elle avait toujours eu pour les entreprises de Madison, aussi manifestement vouées à l'échec soit-elle. Avant même que je puisse répondre, elle a poursuivi. Je suis contente que tu aies appelé, en fait, je voulais te parler de Madison. Elle a vraiment du mal en ce moment, et nous nous inquiétons pour elle. Elle cherche du travail, mais rien ne se concrétise, et elle se décourage vraiment. Et ton père et moi pensions que peut-être, maintenant que tu vas avoir ce bon salaire, tu pourrais l'aider avec son loyer pendant quelques mois le temps qu'elle se remette sur pied, peut-être 2 ou 3 000 dollars par mois, juste temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose. Et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, parce que bien sûr, c'est ainsi que mon offre d'emploi serait reçue, non pas comme ma réussite, mais comme une ressource potentielle pour Madison, non pas comme le résultat de mes années de travail acharné, mais comme une opportunité pour moi de finalement faire mon devoir de petite sœur solidaire. J'ai dit: Non, maman, je ne vais pas faire ça. J'ai une dette étudiante à 6 chiffres à rembourser et je dois me concentrer sur ma propre stabilité financière. Et la voix de ma mère a pris un ton déçu en disant: Emma, je comprends que tu aies des prêts, mais Madison est de la famille et elle est en crise en ce moment.
Elle parle même de devoir revenir vivre à la maison de façon permanente, ce qui serait si préjudiciable à son estime de soi, et tu vas gagner tellement d'argent, tu peux sûrement en épargner un peu pour aider ta sœur qui a toujours été là pour toi. Et j'ai ri à cette dernière partie, ce son amer qui m'a surprise, car quand Madison avait-elle été là pour moi, quand avait-elle remarqué que je m'épuisais au travail, ou reconnu que ses opportunités s'étaient faites à mes dépens directs, ou montré ne serait-ce qu'un instant de gratitude ou de remords pour avoir consumé tout mon fonds d'études. Ma mère a dit: Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans la souffrance de ta sœur, Emma. Honnêtement, ton attitude à ce sujet a été vraiment blessante. C'est comme si tu en voulais à Madison d'avoir pris des risques et suivi ses rêves, alors que tu as toujours été si concentré sur la réussite conventionnelle. Et maintenant que tu as les moyens d'aider, tu choisis d'être égoïste. Et j'ai mis fin à l'appel peu après avec une excuse quelconque, disant que j'avais des projets, et je me suis assise dans mon appartement avec cette clarté croissante que rien ne serait jamais assez, qu'aucune réussite ou succès ne ferait jamais voir à ma famille autre chose en moi qu'un personnage secondaire dans l'histoire de Madison, qu'ils trouveraient toujours des moyens de faire de mes accomplissements quelque chose que je pouvais faire pour elle, plutôt que des célébrations en soi. J'ai commencé chez Richardson Cole en septembre en tant qu'associé de première année dans la division de faillite et le travail était exactement aussi exigeant que tout le monde l'avait prédit, avec des semaines de 60 à 70 heures, étant la norme et l'attente que vous soyez toujours disponible et produisiez toujours un travail impeccable. Mais je me suis surprise à m'épanouir d'une manière que je n'avais pas entièrement prévue, car le défi intellectuel était stimulant. Catherine Liu continuait de me mentorer, et j'étais enfin payée assez pour commencer à faire de sérieux progrès sur la dette qui pesait sur moi comme une ombre depuis des années. J'ai mis en place un plan de remboursement agressif qui allouait près de 40% de mon salaire net à mes prêts étudiants, vivant dans un modeste appartement d'une chambre dans un quartier qui n'était pas branché, mais qui était sûr et où l'on pouvait se déplacer à pied, et voir le solde principal diminuer chaque mois était plus satisfaisant que n'importe quel achat de luxe aurait pu l'être, car chaque paiement me permettait de récupérer une partie de moi-même qui m'avait été volée à 18 ans. L'ironie ne m'échappait pas que j'avais choisi de me spécialiser en droit de la faillite, passant mes journées à analyser les structures financières des entreprises, à conseiller les clients sur les problèmes d'insolvabilité et les plans de restructuration, apprenant à identifier les schémas de mauvaise gestion, de surendettement et de mauvaises décisions qui mènent à l'effondrement financier, et je ne pouvais m'empêcher de voir ma propre famille se refléter dans chaque cas où quelqu'un avait agi sur la base de vœux pieux plutôt que de la réalité, avait jeté de l'argent par les fenêtres dans de mauvais investissements, avait encouragé des comportements financiers destructeurs parce que reconnaître la vérité était trop inconfortable. Je me suis fait des amis au cabinet lentement, d'autres associés qui comprenaient la pression et l'épuisement, et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un dîner chez des amis, un ingénieur logiciel nommé Marcus, qui avait aussi financé ses propres études et qui comprenait ce que signifiait construire quelque chose à partir de rien. Progressivement, j'ai construit une vie à Chicago qui me semblait entièrement mienne, d'une manière que rien ne l'avait jamais été auparavant, bâtie sur mes propres choix et mon propre travail, avec des gens qui me voyaient clairement et me valorisaient pour qui j'étais réellement plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Je suis rentrée à la maison pour Noël cette première année parce que ma mère a appelé à plusieurs reprises et a clairement fait savoir que ne pas venir serait considéré comme un acte hostile. J'ai assisté à un dîner inconfortable où Madison a parlé de sa nouvelle idée d'entreprise, quelque chose impliquant le conseil en médias sociaux malgré son absence d'expérience ou de qualification, et ma mère l'a encouragée avec enthousiasme, tandis que mon père hochait la tête. Quand j'ai mentionné que j'avais été assignée à un important cas de faillite de vente au détail qui faisait l'objet d'une attention médiatique nationale, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie ».
et s'est immédiatement retournée vers Madison pour lui poser plus de questions sur ses projets. J'ai réalisé que j'avais conduit 4 heures aller-retour pour être invisible dans ma propre famille, pour voir se rejouer la même dynamique qui avait défini toute mon enfance, où les fantaisies de Madison étaient traitées comme légitimes, tandis que mes réalisations réelles n'étaient qu'un bruit de fond. Je suis partie le lendemain matin, au lieu de rester tout le week-end comme prévu, prétextant une affaire de travail urgente. Et je suis retournée à Chicago en voiture avec cette prise de conscience cristalline que ces visites n'étaient pas neutres. Elles étaient activement nuisibles. Elles m'obligeaient à me comprimer dans un rôle que j'avais dépassé et à voir mes parents continuer à encourager le refus de Madison de faire face à la réalité. Et le coût de maintenir ne serait-ce qu'un lien familial minimal était plus élevé que je ne l'avais pleinement reconnu. J'ai cessé de répondre à chaque appel téléphonique après cela, j'en ai laissé certains aller sur la messagerie vocale, et j'ai répondu par SMS quand j'en avais l'énergie, et j'ai réduit mes visites à la maison aux grandes fêtes uniquement. Ma mère s'est plainte que je devenais distante, et a suggéré que mon succès me faisait penser que j'étais trop bien pour la famille, mais je savais que la vérité était plus simple et plus triste. Je protégeais la vie que j'avais bâtie de gens qui ne m'avaient jamais protégée. Et ce n'était pas de la cruauté, c'était de la survie. 3 ans après avoir commencé chez Richardson & Cole, j'ai été promue collaboratrice senior, ce qui s'est accompagné d'une augmentation de salaire significative à 240 000 de base, plus un potentiel de bonus, et le message clair que j'étais en voie de devenir associée si je continuais à performer à mon niveau actuel. À ce moment-là, le solde de mes prêts étudiants était tombé en dessous de 40 000 un chiffre qui semblait presque gérable par rapport à la montagne de dettes avec laquelle j'avais commencé. Et je pouvais enfin respirer financièrement d'une manière que je n'avais jamais connue en tant qu'adulte. Madison, pendant ce temps, avait enchaîné ce que je ne peux décrire que comme une collection des plus grandes erreurs financières, en commençant par un système de marketing de réseau, vendant des produits de soins de la peau, qui l'obligeait à acheter des milliers de dollars de stock qui ont fini par traîner dans le garage de mes parents, suivi d'un bref passage en tant qu'assistante virtuelle qui a duré 3 semaines avant qu'elle ne démissionne en prétendant que le client était trop exigeant, puis une autre tentative de création d'entreprise, cette fois un blog sur le mode de vie qui allait être monétisé par des parrainages et des liens d'affiliation malgré son absence de public ou de stratégie de contenu, et plus récemment, elle s'était impliquée dans une sorte d'opportunité d'investissement en crypto-monnaie qui, jurait-elle, allait rendre tout le monde riche et qui nécessitait un investissement initial de 15 000 que mes parents ont fourni en le retirant du plan 4 ans 1K de mon père. J'entendais parler de chaque nouvelle, entreprise par les appels téléphoniques de ma mère, qui étaient devenus moins fréquents à mesure que je maintenais mes limites, mais qui avaient toujours lieu toutes les quelques semaines, et chaque appel suivait le même schéma de base, des nouvelles sur la dernière opportunité de Madison livrées avec un enthousiasme fabriqué, des plaintes sur le stress financier de ma mère, des commentaires pointus sur mon salaire et le confort dans lequel je devais être, et puis finalement, la demande, parfois subtile et parfois directe, de savoir si je pourrais vouloir investir dans l'avenir de Madison ou aider avec un besoin financier immédiat. Je disais non à chaque fois, j'étais devenue experte en la matière. Je pouvais livrer le refus calmement et sans justification approfondie, car j'avais appris grâce à la thérapie que non était une phrase complète et que je ne devais l'accès à mes ressources financières à personne, mais chaque refus était accueilli par une version du même chantage à la culpabilité sur le fait que la famille est censée se soutenir mutuellement, que j'étais devenue froide et distante depuis mon déménagement à Chicago, et que Madison avait vraiment du mal avec sa confiance en elle et qu'elle aurait besoin que sa sœur croie en elle. Le fait que mes parents avaient vidé environ 70 000 de leur compte de retraite au cours des dernières années pour financer les divers échecs de Madison
était quelque chose que ma mère mentionnait avec une fréquence croissante, non pas comme une reconnaissance que cela avait été une erreur, mais comme une preuve de leur sacrifice et de leur dévotion, et je pouvais entendre l'accusation tacite dans chaque conversation. Ils avaient tout donné à Madison, alors pourquoi ne ferais-je pas de même? J'ai observé ce désastre financier au ralenti à une distance de 200 miles, et il y avait une partie de moi qui se sentait vengée de voir Madison échouer encore et encore pendant que je réussissais, preuve que la différence entre nous n'était pas le talent ou le mérite, mais la volonté de faire face à la réalité et de faire un travail difficile. Et il y avait une autre partie de moi qui se sentait juste triste et fatiguée de voir mes parents détruire leur sécurité financière pour quelqu'un qui n'avait jamais démontré une seule fois la capacité de gérer l'argent de manière responsable ou de maintenir un effort quand les choses devenaient difficiles. L'appel est arrivé un jeudi soir de mars alors que je révisais des documents pour la présentation d'un client, le nom de ma mère apparaissant sur l'écran de mon téléphone avec ce mélange familier de crainte et d'obligation. Et quand j'ai répondu, sa voix avait une qualité frénétique qui m'a immédiatement mise en alerte lorsqu'elle a dit « Emma, nous devons avoir une réunion de famille ce week-end, c'est urgent. » Et j'ai senti mon estomac se nouer car rien de bon n'était jamais sorti des réunions de famille d'après mon expérience. J'ai demandé de quoi il s'agissait, et il y a eu une pause avant qu'elle ne dise « C'est à propos de la situation de Madison. C'est devenu très sérieux et nous devons en discuter en famille. » Et j'ai su avant même qu'elle ne dise autre chose que ce serait une demande d'argent. Je pouvais le sentir dans la manière prudente dont elle cadrait la conversation, et quand j'ai insisté pour avoir des détails, elle a finalement admis que Madison avait accumulé 60 000 de dettes de cartes de crédit sur plusieurs cartes, et que les paiements minimums étaient devenus ingérables, et que mes parents s'étaient portés co-signataires sur 2 des cartes, ce qui signifiait qu'ils étaient légalement responsables d'environ 35 000 de cette dette. J'ai senti cette vague de colère épuisée m'envahir parce que, bien sûr, c'était arrivé. Bien sûr, Madison avait eu accès à un crédit qu'elle ne pouvait pas gérer, et bien sûr, mes parents l'avaient permis en se portant co-signataire. Et j'ai demandé comment quelqu'un accumule 60 000 de dettes de carte de crédit sans revenu, et ma mère est devenue sur la défensive en disant que Madison avait des dépenses et avait essayé de lancer divers projets et que parfois il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Toute la même pensée magique qui avait caractérisé chaque désastre financier de la vie adulte de Madison. Ma mère a dit que la réunion de famille était pour discuter de la façon dont nous allions gérer cela ensemble, et j'ai entendu clairement l'attente dans ce mot ensemble. La supposition que je contribuerais financièrement pour résoudre un problème qui avait été entièrement créé par les choix d'autres personnes, et j'ai dit très clairement, je ne viendrai pas à une réunion de famille et je ne donnerai pas d'argent à Madison pour rembourser des cartes de crédit pour lesquelles elle n'aurait jamais dû être approuvée en premier lieu. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de choc parce que je pense que ma mère avait sincèrement cru que j'accepterais que mes refus d'investir dans les entreprises de Madison étaient différents d'une manière ou d'une autre de refuser d'aider avec des dettes. Et quand elle a retrouvé sa voix, elle a dit « Emma, c'est sérieux. Ta sœur pourrait être poursuivie en justice. Nous pourrions être poursuivis. Nous parlons de notre crédit qui serait détruit et d'éventuelles actions en justice. » Et j'ai dit « Alors Madison doit faire face aux conséquences de ses dépenses et vous devez faire face aux conséquences de vous être porté co-signataire. » Et la voix de ma mère est passée de suppliante à en colère en disant « Tu gagnes tellement d'argent, ça ne te ferait même pas de mal. Pourquoi es-tu si égoïste? » J'avais entendu des versions de cette accusation, tellement de fois qu'elle avait perdu son pouvoir de me blesser comme avant, et j'ai dit « Où était mon aide quand j'en avais besoin? Où était le soutien familial quand je cumulais 3 emplois pour passer le Community College? Quand je prenais des prêts parce que mon fonds d'études était allé à l'entreprise de Madison? » Et ma mère a dit « Nous avons déjà parlé de ça, c'était différent. Madison avait une opportunité et tu as toujours été si capable, tu n'avais pas besoin du même genre d'aide.
Et j'ai senti quelque chose changer en moi alors, un dernier fil d'espoir qu'elle puisse un jour comprendre ou reconnaître ce qui m'avait été fait. Et j'ai dit, je n'aurai pas de réunion de famille et je ne discuterai pas de cela plus avant. Et j'ai mis fin à l'appel. 6 mois se sont écoulés après cet appel téléphonique désastreux au sujet de la dette de carte de crédit. 6 mois pendant lesquels je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille, et j'ai connu une sorte de silence paisible dont je n'avais pas réalisé que j'avais envie. Et je me suis plongée dans le travail avec une concentration renouvelée, prenant des clients supplémentaires et bâtissant ma réputation dans la communauté du droit de la faillite de Chicago. Puis, un mardi matin de septembre, ma mère a de nouveau appelé, et cette fois sa voix avait une qualité différente, ni frénétique ni en colère, mais épuisée et vaincue. Et elle a dit: Emma, ta sœur dépose le bilan, et nous avons besoin que tu la représentes. Et j'ai senti tous les muscles de mon corps se tendre parce que c'était ça. Le moment que j'avais su d'une manière ou d'une autre qu'il arriverait dès la seconde où je m'étais spécialisée en droit de la faillite des années plus tôt, une partie de moi comprenant même alors que l'imprudence financière de Madison mènerait finalement ici. Ma mère a expliqué que Madison avait consulté un avocat spécialisé en faillite qui lui avait demandé 7 000 $ pour une faillite selon le chapitre 7 et a dit que mes parents envisageaient aussi la faillite parce qu'ils avaient 60 000 $ de dettes entre les cartes de crédit co-signées de Madison et leurs propres dépenses, et que les mensualités minimales consommaient l'intégralité de la pension de mon père et qu'ils avaient déjà vidé leurs 2 comptes de retraite jusqu'à ne plus rien avoir. Et elle a dit: Tu t'occupes des faillites, c'est ce que tu fais, et Madison est ta sœur, bien sûr que tu vas l'aider avec ça. Avec la même supposition de ma coopération qui avait caractérisé chaque demande tout au long de ma vie d'adulte. Je suis restée assise dans mon bureau, regardant l'horizon de Chicago, la vie que j'avais construite entièrement par mes propres efforts, tandis que ma famille avait tout investi dans les échecs sans fin de Madison, et j'ai ressenti ce nœud complexe d'émotions que je ne pouvais pas démêler. Immédiatement, la colère qu'ils aient l'audace de demander après tout, la justification d'avoir eu raison sur l'incompétence financière de Madison depuis le début, la blessure de voir que même maintenant, il n'y avait aucune reconnaissance de la façon dont il m'avait manqué. Et en dessous de tout ça, une sorte d'inconfort professionnel parce que je savais que je ne pouvais pas représenter Madison même si je le voulais, étant donné notre relation et mon implication personnelle dans l'histoire. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas représenter Madison, que ce serait contraire à l'éthique étant donné notre relation familiale et le conflit d'intérêts. Et elle a dit: Quel conflit d'intérêts? Tu es sa sœur, ce n'est pas un conflit, c'est la famille. Et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait sincèrement pas que mes sentiments personnels sur l'irresponsabilité financière de Madison et la complaisance de mes parents compromettraient ma capacité à fournir une représentation compétente, ou peut-être qu'elle comprenait et s'en fichait simplement parce que dans son esprit, mon rôle était de régler les problèmes de Madison, peu importe l'éthique professionnelle ou le coût personnel. Je lui ai dit que je lui enverrais les noms de plusieurs avocats compétents en faillite dans leur région qui pourraient gérer le cas, et la voix de ma mère est devenue froide en disant: Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu ne veux même pas faire cette seule chose. Et j'ai senti cette torsion familière de culpabilité avant que ma colère ne la consume, et j'ai dit: Tout ce que vous avez fait pour moi, vous avez donné mon fonds d'études à Madison. Vous lui avez donné tous les avantages pendant que je cumulais 3 emplois et prenais des prêts. Et maintenant, vous voulez que je travaille gratuitement pour nettoyer un autre gâchis qu'elle a créé? Et ma mère a dit: Nous parlons de faillite, Emma. Nous parlons de l'avenir financier de ta sœur et de notre crédit qui sera détruit, et tu gagnes tellement d'argent que tu pourrais faire ça sans même y penser. Et j'ai compris alors avec une clarté parfaite qu'elle ne me verrait jamais comme autre chose qu'une ressource à extraire, un enfant qui a réussi dont le but était de subventionner celui qui a échoué. J'ai dit à ma mère que je lui enverrais par email une liste de 3 avocats qualifiés en faillite qui pourraient gérer le cas de Madison de manière compétente et abordable, et il y a eu un long silence avant qu'elle ne dise: Attends, ta sœur veut te parler.
Et j'ai senti ma mâchoire se crisper car je n'avais pas parlé directement à Madison depuis plus d'un an, notre communication se limitant à des textos d'anniversaire obligatoires. Puis la voix de Madison est venue au bout du fil avec ce ton familier d'attente désinvolte en disant Salut M, alors je suppose que maman t'a parlé de la situation de la faillite. Comme si nous discutions de quelque chose de banal comme un rendez-vous chez le dentiste plutôt que de l'échec financier catastrophique qui était le résultat inévitable d'une décennie d'irresponsabilité. J'ai dit oui, j'étais au courant de la situation, gardant ma voix professionnellement neutre, et Madison a dit alors évidemment, j'ai besoin d'un avocat en faillite, et tu es une avocate en faillite, et je sais que nous n'avons pas été super proches dernièrement, mais c'est important, et j'ai vraiment besoin que tu m'aides avec ça. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune excuse dans ces mots, aucune reconnaissance du fonds d'études ou du schéma de prendre, alors que je ne recevais rien, juste la même supposition qui avait caractérisé chaque interaction que nous avions jamais eue que mes ressources existaient pour servir ses besoins. Je lui ai dit ce que j'avais dit à notre mère, que je ne pouvais pas la représenter en raison d'un conflit d'intérêts et que je fournirais des références à des avocats compétents. Et la voix de Madison a pris un ton sec en disant Conflit d'intérêts? Emma, je suis ta sœur. Quel conflit pourrait-il y avoir? Et j'ai presque ri de la confusion sincère dans son ton parce qu'apparemment, les 75 000 $ de mon fonds d'études qui avaient disparu dans son entreprise ratée ne constituaient pas un conflit. Les années passées à la regarder gaspiller de l'argent pendant que je m'épuisais au travail ne créaient aucun sentiment compliqué qui pourrait compromettre mon jugement professionnel. Madison a poursuivi. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat lambda 7 000 $. C'est pour ça que j'ai besoin que tu le fasses. Tu peux juste remplir les papiers et ça ne te coûtera rien. Et j'ai réalisé qu'elle croyait vraiment que je devrais travailler gratuitement pour nettoyer son désastre financier, que mon diplôme de droit et mon expertise professionnelle n'avaient aucune valeur lorsqu'ils étaient appliqués à ses problèmes. Et j'ai dit très clairement, Madison, je ne te représente pas, je ne fais pas ta faillite gratuitement, et je te réfère à d'autres avocats qui peuvent t'aider. Et sa voix est passée d'attendue à en colère en disant tu es sérieuse en ce moment? Après tout ce que nos parents ont fait pour toi, après qu'ils t'ont élevé et soutenu, tu ne veux même pas faire cette seule chose pour ta propre sœur? J'ai senti ce nœud familier de rage et de douleur se resserrer dans ma poitrine parce qu'apparemment, dans l'esprit de Madison, tout ce que nos parents avaient fait pour moi annulait le vol du fonds d'études et la décennie de favoritisme, et j'ai dit, Madison, ils t'ont donné mon fonds d'études, ils t'ont donné tous les avantages pendant que je cumulais 3 emplois et prenais des prêts massifs, alors non, je ne te dois pas de travail juridique gratuit. Et elle a dit, Oh mon Dieu, tu es toujours bloquée là-dessus? C'était il y a 10 ans, Emma. J'avais besoin de cet argent pour mon entreprise. Et tu as bien réussi tes études, tu as un super travail maintenant, donc de toute évidence, tout s'est bien terminé. Et le mépris désinvolte pour ce que ce vol m'avait coûté, les années d'épuisement, de dettes et de sacrifices, a fait cristalliser quelque chose dans mon esprit avec une clarté parfaite. J'ai dit, je ne suis pas bloquée là-dessus, je ne vais simplement pas encourager plus d'irresponsabilité financière, tu dois faire face aux conséquences de tes choix et je dois maintenir des limites professionnelles. Et la voix de Madison est devenue stridente en disant tu me dois ça, Emma, je suis ta sœur et la famille s'entraide, ou ton travail d'avocate de luxe est trop important pour que tu te souviennes d'où tu viens. Et je me sentais épuisée par la manipulation, par les tentatives de me faire culpabiliser pour que je m'immole par le feu pour la garder au chaud. Et j'ai dit je t'ai donné les noms d'avocats qui peuvent t'aider. Cette conversation est terminée. Puis la voix de ma mère est revenue au bout du fil, non plus vaincue mais vibrante de fureur, et elle a dit je ne peux pas croire à quel point tu es cruelle. Ta sœur fait face à la faillite et tu t'inquiètes des conflits d'intérêts et des limites professionnelles. Que t'est-il arrivé pour que tu deviennes si froide? Je lui ai dit que rien ne m'était arrivé.
Sauf que j'avais appris à me valoriser puisque ma famille ne le ferait jamais, et elle a dit: Si tu n'aides pas Madison avec ça, alors ne prends pas la peine de venir à d'autres événements familiaux, ne prends pas la peine d'appeler, tu choisis d'abandonner ta famille au moment où nous avons le plus besoin de toi. Et j'ai dit: Je n'abandonne personne. Je refuse d'encourager les mêmes schémas qui ont caractérisé toute la vie adulte de Madison. Et si cela signifie que je ne suis pas la bienvenue aux événements familiaux, alors je suppose que c'est votre choix à faire. Et j'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes et le cœur battant, et quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement m'inondant, parce que j'avais enfin, clairement, sans équivoque, fixé une limite que je savais que je ne franchirais pas. Mon père a appelé 4 heures après que j'ai raccroché au nez de ma mère, et j'ai fixé son nom sur l'écran de mon téléphone pendant 3 sonneries avant de répondre. Car mon père m'appelait rarement séparément, il était toujours une présence silencieuse en arrière-plan des conversations de ma mère, acquiesçant ou ne disant rien pendant qu'elle parlait pour eux deux. Quand j'ai répondu, sa voix était calme et fatiguée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, et il a dit: Emma, pouvons-nous parler 1 minute, juste toi et moi? Et j'ai dit oui, et j'ai senti ma gorge se serrer, car une partie de moi avait attendu toute ma vie que mon père me voie clairement, qu'il reconnaisse ce qui s'était passé, qu'il me choisisse ne serait-ce qu'une fois. Il a dit: Ta mère est très contrariée. Elle pleure depuis que tu as raccroché. Et Madison est dévastée. Et je sais que tu es en colère, mais j'ai besoin que tu comprennes à quel point cette situation est grave. Et déjà, je sentais l'espoir se dégonfler, car ce ne serait pas différent. Il livrait simplement le même message, avec une voix plus douce. Il m'a dit qu'ils avaient 63 000 dollars de dette, qu'ils avaient pris une deuxième hypothèque sur la maison il y a 2 ans pour aider Madison avec une autre entreprise qui avait échoué, que leurs dépenses mensuelles dépassaient sa pension de 1 800 dollars et qu'ils utilisaient des cartes de crédit pour combler le déficit. Et il a dit: Nous allons perdre la maison, Emma. Nous allons probablement devoir déposer le bilan nous-mêmes. Et je sais que nous n'avons pas toujours été justes avec toi, mais nous sommes tes parents et nous avons besoin d'aide. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, car c'était là, le plus près qu'il viendrait d'admettre qu'il m'avait manqué. N'avons pas toujours été justes, comme si l'équité était une incohérence mineure plutôt qu'une trahison fondamentale qui avait façonné toute ma vie. Et j'ai dit: Papa, tu as donné mon fonds d'études à Madison. Tu m'as regardé cumuler 3 emplois et prendre des prêts massifs pendant qu'elle dépensait de l'argent pour rien. Et tu ne m'as jamais défendu une seule fois ou remise en question si ce que vous faisiez était juste. Et il est resté silencieux un long moment avant de dire: Je sais, et je l'ai regretté. Ta mère était si convaincue que Madison avait besoin de soutien, et j'ai suivi parce que c'était plus facile que de me battre, et j'avais tort. Les mots que j'avais attendus pendant des années, j'avais tort. Et ils me semblaient à la fois valorisants et complètement creux, car ils étaient attachés à une autre demande pour que je me sacrifie, et j'ai dit: Si tu sais que tu avais tort, si tu le regrettes, alors pourquoi m'appelles-tu pour me demander d'aider Madison à nouveau? Et il a dit: Parce qu'elle est toujours ta sœur et que nous sommes toujours tes parents. Et oui, nous avons fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu devrais nous abandonner alors que nous sommes au bord de la ruine financière. Tu es la seule qui a la capacité d'aider et parfois, la famille signifie aider même quand c'est difficile. Je lui ai dit que je n'abandonnais personne, que je fixais des limites après une vie à être traitée comme moins importante que Madison. Et il a dit: Ta mère ne s'excusera jamais, tu dois le savoir. Elle n'admettra jamais qu'elle a eu tort dans la façon dont elle t'a traité. Mais je te demande quand même de reconsidérer, s'il te plaît, de représenter Madison ou au moins de nous aider financièrement, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Et j'ai entendu la défaite dans sa voix, et j'ai senti ma propre douleur monter pour la rencontrer, car c'était mon père qui admettait qu'il m'avait manqué, et qui, dans le même souffle, me demandait d'accepter cet échec et d'aider quand même,
de laisser l'incapacité de ma mère à reconnaître ses torts devenir mon fardeau à porter, et j'ai dit: Je ne peux pas, papa, je ne peux plus encourager ce schéma. Vous devez faire face aux conséquences des choix que vous avez faits, tout comme j'ai dû faire face aux conséquences de la perte de mon fonds d'études. Et il a dit: Alors c'est tout? Tu vas juste nous laisser tout perdre? Et j'ai dit: Vous m'avez déjà tout laissé perdre quand j'avais 18 ans. Vous avez fait un choix sur quel avenir comptait le plus, et maintenant je fais un choix sur mon propre bien-être. Et après un autre long silence, il a dit: Je suppose que je comprends. Je suis déçu, mais je comprends. Et il a raccroché, me laissant assise dans mon appartement silencieux, les larmes coulant sur mon visage. Car même sa compréhension me semblait être une manipulation, comme si la déception était le prix que je devais payer pour me protéger. Je suis restée assise sur mon canapé pendant un long moment, après que mon père eut raccroché, regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre de mon appartement se brouiller au fur et à mesure que les larmes continuaient de couler, et je me sentais vidée d'une manière que je n'avais pas connue depuis mes 18 ans, assise dans ce bureau d'aide financière, acceptant que mon avenir serait défini par la dette parce que mes parents avaient choisi la fantaisie de Madison plutôt que ma réalité. J'avais une séance de thérapie prévue pour le lendemain matin, un rendez-vous fixe le mardi que je maintenais depuis 4 ans, parce que la faculté de droit m'avait appris que la haute performance et les traumatismes non traités faisaient de terribles colocataires. Et quand je suis entrée dans le bureau du Dr. Chen à 9 heures le lendemain matin, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit: Que s'est-il passé? Et je lui ai tout raconté. Les appels téléphoniques, le droit que s'arrogeait Madison, la demi-excuse de mon père enveloppée dans une autre demande d'autosacrifice, et elle a écouté sans m'interrompre jusqu'à ce que j'ai fini et a dit: Alors, comment vous sentez-vous par rapport à votre décision? J'ai dit que je me sentais coupable et soulagée, en colère et triste tout à la fois, qu'une partie de moi croyait encore que je devrais aider parce que c'était ma famille et qu'ils étaient au bord de la ruine financière, mais qu'une partie plus forte de moi savait qu'aider ne ferait que perpétuer la même dynamique qui m'avait blessée. Pendant des années, et le Dr. Chen a hoché la tête et a dit: Laissez-moi vous demander quelque chose. Si une cliente venait vous voir avec cette situation, si quelqu'un vous disait que sa famille lui avait volé 75 000 $, puis avait exigé des services juridiques gratuits une décennie plus tard, que lui diriez-vous? Et j'ai ri un peu parce que, présentée ainsi, la réponse était évidente. Je lui dirais de maintenir ses limites et de ne pas se sentir coupable de se protéger. Et elle a dit: Pourquoi est-ce différent quand il s'agit de vous? Et j'ai répondu: Parce que ce sont mes parents et qu'une partie de moi veut toujours qu'ils me voient, qu'ils me valorisent, qu'ils reconnaissent qu'ils avaient tort. Et elle a dit: Pensez-vous qu'aider Madison avec sa faillite les ferait vous voir différemment? Et je savais que non. Je savais que ma mère prendrait mon aide comme une confirmation qu'elle avait eu raison de l'exiger et que mon père se sentirait soulagé que la crise soit évitée sans avoir à affronter vraiment ce qu'ils avaient fait. Et j'ai dit: Non, ça leur apprendrait simplement que s'ils me mettent assez de pression, je finirai par céder. Et le Dr. Chen a dit: Alors vous avez répondu à votre propre question. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma meilleure amie Rachel. Rachel que j'avais rencontrée pendant ma première année au cabinet et qui était devenue la sœur que j'aurais aimé que Madison soit, quelqu'un qui célébrait mes succès et me soutenait dans les difficultés sans tenir les comptes ni s'attendre à ce que je subventionne ses choix. Et je lui ai parlé des appels téléphoniques et elle a dit: S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas accepté de les aider, avec une telle férocité protectrice dans sa voix que j'ai senti une partie de la culpabilité se desserrer, et j'ai dit non, j'avais refusé, mais que je me sentais très mal à ce sujet. Et Rachel a dit: Emma, tu as cumulé 3 emplois pour payer tes études parce qu'ils ont volé ton fonds d'études. Tu as 120 000 $ de prêts étudiants à cause de leur choix. Et maintenant, ils veulent que tu travailles gratuitement pour régler un autre gâchis qu'ils ont créé.
En quoi est-ce acceptable? Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire une lettre que je savais que je n'enverrais jamais, déversant tout ce que je n'avais jamais dit directement, ce que ça faisait d'avoir 18 ans et de voir son avenir se dissoudre, parce que le rêve chimérique de Madison comptait plus que ma réussite réelle, ce que ça faisait de travailler de nuit et d'assister à des cours le matin pendant que Madison faisait la grasse matinée et publiait des photos Instagram de son bureau de coaching, ce que ça faisait de voir chaque accomplissement accueilli avec une reconnaissance tiède, tandis que les échecs de Madison étaient traités comme de nobles tentatives qui méritaient un soutien sans fin, et en écrivant, j'ai senti quelque chose changer en moi, une reconnaissance que ma valeur n'avait jamais été déterminée par l'incapacité de ma famille à la voir, que j'avais passé 10 ans à prouver quelque chose à des gens qui n'allaient jamais valoriser la preuve, et que la seule validation dont j'avais besoin était ma propre connaissance que j'avais bâti une vie par pure détermination, et que je ne devais rien à des gens qui avaient tout pris et en voulaient encore plus. J'ai découvert la publication de Madison sur les réseaux sociaux 3 jours après l'appel de mon père, lorsque mon téléphone a commencé à s'illuminer de notifications de cousins et de membres de la famille élargie dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Quand j'ai ouvert Facebook, j'ai vu que Madison avait écrit un long message expliquant comment sa sœur, l'avocate à succès, avait refusé de l'aider dans son plus grand besoin, comment la famille était censée se soutenir mutuellement, mais que je lui avais tourné le dos, alors qu'elle faisait face à la faillite et à la ruine financière, et comment elle ne pouvait pas croire que quelqu'un qui avait tant pouvait être si cruel envers quelqu'un qui avait si peu. Le message avait 63 commentaires et avait été partagé 17 fois, et j'ai senti mon visage rougir de colère et d'humiliation car elle racontait une version de l'histoire qui faisait d'elle la victime et de moi la méchante, sans mentionner qu'elle était en faillite parce qu'elle avait dépensé mon fonds d'études dans une fausse entreprise et avait refusé d'assumer la responsabilité d'une seule décision financière de toute sa vie. Mon téléphone a sonné dans les 10 minutes qui ont suivi et c'était ma tante Sarah, la sœur cadette de mon père que j'avais toujours aimée mais que je voyais rarement. Et elle a dit « Emma, je viens de voir le message de Madison et je veux que tu saches que je pense que ce qu'elle a écrit est absolument faux. J'ai vu tes parents te traiter comme une personne de second plan toute ta vie pendant qu'ils déversaient tout sur Madison et tu ne lui dois absolument rien. » Des larmes me sont montées aux yeux car c'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait ce que j'avais vécu, validait que le traitement différencié n'était pas seulement dans ma tête, et tante Sarah a dit « J'aurais dû m'exprimer il y a des années quand ta mère a donné l'argent de tes études à Madison. » J'étais furieuse, mais je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, et j'ai regretté ce silence depuis. 2 autres parents ont appelé cet après-midi-là mon cousin Derek, qui avait 1 an de plus que moi, et a dit qu'il avait toujours admiré ma diligence au travail et pensait que le message de Madison était de la manipulation pure et simple, et mon oncle du côté, de ma mère qui a dit maladroitement qu'il ne connaissait pas tous les détails, mais sentait qu'il y avait 2 côtés à chaque histoire, ce qui ressemblait moins à un soutien qu'à une déclaration de neutralité de la Suisse. Mais le soir, j'ai réalisé que la décision de Madison de rendre cela public m'avait donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. L'opportunité de raconter ma version de l'histoire à des gens qui n'avaient entendu que la version de ma mère, où Madison était la rêveuse qui méritait des chances infinies et j'étais la froide carriériste qui avait oublié d'où elle venait. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai écrit une réponse, les mains tremblant légèrement en tapant, et j'ai gardé un ton calme et factuel en expliquant que Madison faisait face à la faillite après avoir dépensé 75 000 de mon fonds d'études dans une entreprise qui n'a généré aucun revenu, que j'avais cumulé 3 emplois et contracté une dette étudiante de 120 000 pour finir mes études pendant qu'elle vivait de l'argent de la famille,
qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises au fil des ans de soutenir financièrement ces entreprises ratées et qu'on m'avait traité d'égoïste quand j'avais refusé, et que j'aimais ma sœur, mais que je ne pouvais pas encourager une irresponsabilité financière qui avait déjà coûté à ma famille près de 100 000 $ et menaçait maintenant la maison de mes parents. J'ai écrit que fixer des limites n'était pas de la cruauté et qu'aider sa famille ne signifiait pas sacrifier son propre bien-être pour régler des problèmes que d'autres ont créés par leur propre choix. Je l'ai publié, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai senti mon cœur s'emballer parce que je venais de violer la règle familiale tacite selon laquelle notre dysfonctionnement était privé. Mais en moins d'une heure, les commentaires ont commencé à affluer et ils étaient massivement favorables. Des amis de la faculté de droit, des collègues et des gens que j'avais connus à l'université, écrivant qu'ils étaient désolés que j'aie traversé cela, que mes limites étaient saines et que le message de Madison était manipulateur. 3 autres parents m'ont contacté en privé, dont ma cousine Jennifer qui a dit: je ne savais pas que tes parents t'avaient fait ça. Ma mère a toujours fait comme si tu avais choisi d'aller dans une école moins chère, et je suis vraiment désolée. Et j'ai réalisé que ma mère avait réécrit l'histoire pendant des années, racontant à la famille élargie une version des événements qui effaçait ses choix et mes sacrifices. Le message de Madison a disparu le lendemain matin, et ma mère m'a appelée en hurlant que j'avais humilié la famille en étalant des affaires privées en public, que j'avais fait passer Madison pour une mauvaise personne et que j'avais monté les parents contre eux. J'ai dit: Madison a rendu cela public en publiant des mensonges sur moi. Je n'ai fait que dire la vérité. Et ma mère a dit que j'étais vindicative et cruelle et qu'elle ne savait pas comment j'étais devenue une personne si froide. Je lui ai raccroché au nez, j'ai bloqué son numéro et j'ai senti une sorte de soulagement m'envahir, car la vérité était enfin visible pour des personnes au-delà de mon cercle restreint, et j'en avais fini de protéger leur réputation au détriment de ma propre réalité. J'ai appris que Madison avait engagé un avocat spécialisé en faillite 3 semaines après notre confrontation sur les réseaux sociaux. Lorsque tante Sarah m'a appelé pour me dire qu'elle avait entendu de ma mère que les papiers avaient été déposés. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement que le drame avance enfin et de tristesse que les choses en soient arrivées là, que l'imprudence financière de ma sœur ait atteint un point final aussi définitif. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles par le biais du téléphone arabe familial, même si j'avais maintenu mes limites et n'avais pas parlé directement à mes parents ou à Madison depuis que j'avais bloqué le numéro de ma mère. Tante Sarah est devenue ma source d'informations non officielles, appelant toutes les quelques semaines pour me dire ce qu'elle avait entendu. Elle m'a dit que la faillite de Madison avait été déposée sous le chapitre 7, qu'elle liquidait tout, y compris sa voiture et la garde-robe de créateur qu'elle avait achetée comme investissement professionnel, et que mes parents avaient été contraints de prendre une deuxième hypothèque sur leur maison pour couvrir les dettes qu'ils avaient co-signées, ce qui signifiait qu'ils travaillaient maintenant alors qu'ils auraient dû être à la retraite, parce qu'ils avaient dépensé leurs économies pour encourager les échecs de Madison. J'éprouvais de la sympathie pour mon père, qui avait au moins reconnu ses erreurs, mais je ne ressentais que de la colère justifiée envers ma mère qui, selon tante Sarah, continuait de dire à qui voulait l'entendre que j'étais cruelle et sans cœur d'avoir refusé d'aider, que j'avais abandonné ma famille dans le besoin. Le fait qu'elles puissent voir leur maison menacée et ne toujours pas reconnaître le lien entre les choix de Madison et leurs conséquences m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la justesse de ma décision. Ce qui m'a le plus surprise, c'est d'apprendre de tante Sarah, 6 mois après le début de la procédure de faillite de Madison, que Madison avait effectivement trouvé un emploi, un vrai travail avec un salaire et des avantages sociaux en tant qu'assistante administrative dans un cabinet dentaire. Tante Sarah a dit que Madison y avait apparemment été contrainte par le syndic de faillite qui exigeait qu'elle démontre un emploi et un revenu. J'ai ressenti un mélange complexe
d'émotion en sachant qu'il avait fallu une intervention légale et l'effondrement complet de ses finances pour que Madison accepte le genre d'emploi régulier que la plupart des gens tiennent pour acquis. Au travail, ma carrière a poursuivi sa trajectoire ascendante et mon associé directeur, Robert, m'a convoqué dans son bureau un mardi matin pour me dire que le comité des associés suivait mes progrès et que si je continuais sur ma voie actuelle, je serais proposé comme associé d'ici 2 ans, ce qui était plus rapide que le calendrier habituel et représentait la reconnaissance de la réputation que j'avais bâtie en droit de la faillite. En quittant son bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai senti des larmes me piquer les yeux, car ce moment représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce pourquoi je m'étais sacrifiée, et personne dans ma famille ne comprendrait pleinement ce que cela signifiait, car ils n'avaient jamais valorisé le parcours qui m'avait menée ici. Le solde de mes prêts étudiants était tombé en dessous de 30 000 et j'avais augmenté mes mensualités à 4 000 ce qui signifiait que je serais complètement libérée de mes dettes d'ici 8 mois. J'ai passé du temps à calculer à quoi ressemblerait ma vie sans ce fardeau mensuel, combien je pourrais épargner, quel type de sécurité financière je pourrais construire. Et j'ai pensé à la façon dont la faillite de Madison avait éliminé ses dettes par une intervention légale, tandis que j'éliminais les miennes par la discipline et le sacrifice. Et il y avait une certaine justice dans ce contraste, même si je savais que ma mère ne le verrait jamais de cette façon. Rachel m'a emmené dîner pour célébrer la nouvelle de ma future association, et elle a levé son verre en disant à Emma, qui a tout construit elle-même et n'a jamais compromis son intégrité. Et je me suis sentie plus vue à ce moment-là par ma famille choisie que je ne l'avais jamais été par la famille dans laquelle j'étais née. J'ai réalisé que j'avais cessé d'attendre l'approbation de ma mère quelque part au cours des derniers mois, que la validation que j'avais autrefois ardemment désirée de sa part avait été remplacée par la connaissance de soi et la reconnaissance de personnes qui valorisaient réellement ce que j'avais accompli. Je suis entrée dans le Starbucks de State Street un samedi matin début mars, 6 mois après avoir refusé de représenter Madison dans son affaire de faillite, et je faisais la queue en parcourant mes emails sur mon téléphone quand j'ai entendu quelqu'un dire « Emma ». J'ai levé les yeux pour voir Madison debout à 1 mètre de moi, un tablier vert à la main, et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés, mutuellement choqués, car c'était la première fois que nous nous retrouvions face à face depuis l'appel téléphonique où elle m'avait dit que je lui devais une représentation légale. Elle avait l'air différente, au-delà de l'absence évidente de vêtements de créateur et de brushing professionnel. Elle portait un jean et un pull simple qui semblaient venir de chez Target. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval. Et il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas l'arrogance à laquelle je m'étais habituée, quelque chose qui ressemblait presque à de l'embarras ou de la honte. « Salut, Madison », ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais, car mon cœur battait la chamade et je calculais si je devais simplement commander mon café et partir ou si ce moment exigeait une sorte de conversation. Elle a dit « Je travaille ici, je viens de finir mon service », en levant le tablier comme si elle avait besoin d'expliquer pourquoi elle était dans un café. Et j'ai hoché la tête et dit « Comment vas-tu » parce que je ne trouvais rien d'autre à dire, et la banalité de la question semblait absurde compte tenu de tout ce qui s'était passé entre nous. Elle a jeté un coup d'œil aux autres clients dans la file et a dit « On pourrait parler 1 minute? Dehors peut-être ?» Et j'ai hésité parce que je n'étais pas sûre de vouloir avoir la conversation qu'elle proposait, mais j'étais aussi curieuse de savoir ce qu'elle dirait maintenant que des mois s'étaient écoulés et que la crise aiguë s'était résolue en la nouvelle réalité qu'elle vivait. J'ai donc quitté la file et je l'ai suivie sur le trottoir où le vent de mars était assez froid pour que je resserre mon manteau et qu'elle s'enlace les bras, sans veste. « Je voulais te dire que je suis désolée », a-t-elle dit, et les mots sont sortis rapidement, comme si elle les avait répétés. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, aux choses que tu as dites dans ta publication Facebook,
Et je n'avais pas vraiment compris ce que tu as traversé quand maman et papa m'ont donné l'argent de tes études. Je n'ai pas pensé à ce que ça signifiait pour toi parce que j'étais tellement concentrée sur mes propres opportunités et je croyais sincèrement que l'entreprise fonctionnerait et que je pourrais te rembourser et que tout irait bien. Et je sais que ça a l'air stupide maintenant, mais je pensais vraiment que j'allais réussir. J'ai observé son visage pendant qu'elle parlait et je pouvais voir que ce n'était pas la pleine responsabilité que j'avais autrefois espérée, qu'il y avait encore un élément d'auto-justification dans son explication sur sa croyance que l'entreprise fonctionnerait, mais il y avait aussi quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant, qui était la reconnaissance que mon expérience avait été différente de la sienne, que j'avais réellement lutté pendant qu'elle flottait sur l'argent de la famille et l'illusion. Je cumule 3 emplois maintenant, a-t-elle poursuivi. Celui-ci est serveuse et du travail de transcription en ligne, et je comprends enfin ce que tu faisais toutes ces années, à quel point c'est difficile de travailler comme ça et d'essayer de construire quelque chose. Et je suis désolée de t'avoir traité d'égoïste et d'avoir dit que tu me devais une aide juridique. Tu ne me devais rien, et je le vois maintenant. Je veux que si. J'ai ressenti un enchevêtrement complexe d'émotions en l'écoutant. Une partie de moi voulait accepter ses excuses et combler la distance qui s'était creusée entre nous. Mais une autre partie de moi reconnaissait que ce n'était pas une pleine responsabilité, qu'elle s'excusait de ne pas avoir compris, plutôt que pour les choix fondamentaux qui avaient créé la situation. Et je savais qu'une conversation sur un trottoir froid n'annulait pas des années d'arrogance et la douleur de voir mon fonds d'études disparaître dans sa fantaisie. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit prudemment, et je suis contente que tu travailles et que tu construises quelque chose de réel pour toi. Mais Madison, tu dois comprendre que ce qui s'est passé n'était pas seulement une question d'échec de l'entreprise, c'était une question d'années de traitement différent de la part de maman et papa et de ton acceptation de ce traitement différencié comme si tu le méritais. Et je ne peux pas simplement laisser passer ça parce que tu as maintenant eu quelques mois de travail acharné. Elle a hoché la tête et ses yeux brillaient comme si elle allait pleurer et elle a dit « Je sais et je ne te demande pas d'oublier tout ou de faire comme si tout allait bien. Je voulais juste que tu saches que je vois les choses différemment maintenant. » Et nous sommes restés là un autre moment dans un silence gêné avant que je ne dise « Je dois y aller, j'ai du travail à faire aujourd'hui. » Et elle a dit « D'accord, peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours. » Et j'ai dit « Peut-être, mais nous savions toutes les deux que je ne le pensais pas. » Et je suis retournée dans le Starbucks, j'ai commandé mon latte et je suis partie par l'autre porte. Et je suis restée assise dans ma voiture pendant 5 minutes, me sentant émotionnellement épuisée, mais aussi avec une sorte de soulagement. Parce que j'avais vu Madison humiliée par la réalité, et j'avais entendu des mots que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. Et même si ce n'était pas tout ce que j'avais autrefois voulu, et même si je n'avais aucune intention de reconstruire notre relation telle qu'elle avait été, il y avait quelque chose de satisfaisant à savoir que les conséquences qu'elle avait subies avaient créé au moins une certaine capacité de réflexion. Et je suis rentrée chez moi en me sentant moins en colère que je ne l'avais été depuis des années, pas pardonnée et pas réconciliée, mais d'une certaine manière plus légère. Je me suis connectée à mon compte de prêt. Étudiant un mardi matin d'octobre, 3 ans et 2 mois après avoir refusé de représenter Madison dans son affaire de faillite, et j'ai fixé l'écran qui affichait un solde de $0 et j'ai senti des larmes couler sur mon visage. Car ce moment représentait plus qu'une simple liberté financière, il représentait chaque sacrifice que j'avais fait, chaque nuit où j'avais travaillé jusqu'à 2 heures du matin, chaque fois que j'avais choisi les remboursements de prêts plutôt que des vacances, de nouveaux meubles, ou le genre de vie que mes collègues soutenus par leur famille tenaient pour acquis. Je suis restée assise dans mon appartement que j'avais meublé lentement et délibérément avec l'argent que j'avais gagné, et j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que personne ne pouvait diminuer ou m'enlever. L'offre d'association était arrivée 6 semaines plus tôt et je l'avais acceptée,
et mon nom figurerait sur le papier à en-tête du cabinet en janvier. Emma Christine Warren, associée. J'avais négocié un package de rémunération qui incluait un salaire de base de 340 000 plus un potentiel de bonus. Quand je l'avais annoncé à Rachel, elle avait insisté pour organiser un dîner de célébration où ma famille choisie d'amis et de mentors avait porté un toast à mon succès et raconté des anecdotes sur mon dévouement et ma brillance. Et pas une seule personne à cette table n'avait remis en question si je méritais ce que j'avais accompli ou suggéré que je devrais utiliser mes ressources pour sauver quelqu'un d'autre des conséquences de ses propres actes. J'avais maintenant un contact limité avec ma famille, structuré et encadré de manière à protéger ma paix. Je parlais à mon père une fois par mois, des conversations cordiales mais superficielles, car il n'avait jamais été prêt à me défendre de manière significative. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis plus d'1 an, car elle ne s'était jamais excusée et continuait de dire aux parents que j'avais abandonné ma famille, et je ne ressentais plus aucune culpabilité à propos de cette distance, car j'avais appris que la famille était quelque chose que l'on construisait par le respect et l'attention mutuelle, plutôt que quelque chose que l'on était obligé de maintenir, peu importe la façon dont on était traité. Madison et moi n'avions aucune relation au-delà de nouvelles occasionnelles par l'intermédiaire de tante Sarah, qui me disait que Madison cumulait toujours ses 3 emplois et avait commencé à suivre des cours de commerce en ligne, le genre de formation de base qu'elle aurait dû obtenir avant de dépenser 75 000 de mon fonds d'études pour une fantaisie. Je ne ressentais pas grand-chose en entendant ces nouvelles, plus de colère, mais pas de chaleur non plus, juste une sorte de reconnaissance neutre qu'elle vivait sa propre vie, faisait face à ses propres conséquences, et que rien de tout cela n'était de ma responsabilité de régler, de gérer ou de soutenir. La semaine dernière, une jeune avocate nommée Jordan avait été assignée pour travailler avec moi sur un cas et, lors de notre déjeuner, elle avait mentionné ses difficultés avec sa dette d'études et la pression familiale pour aider ses frères et sœurs qui faisaient des choix moins responsables. Je m'étais vue dans son expression anxieuse et dans sa façon de s'excuser et de partager des informations personnelles, et je lui avais raconté mon histoire, toute l'histoire, du vol du fonds d'études au refus de la faillite, et j'avais vu son visage se transformer en réalisant qu'elle n'était pas seule à vivre cette dynamique. Elle avait demandé « Comment avez-vous cessé de vous sentir coupable ?» Et je lui avais répondu « J'ai réalisé que fixer des limites n'était pas de la cruauté, c'était de l'autopréservation, et que la culpabilité que je ressentais était fabriquée par des gens qui profitaient de mon incapacité à dire non, et que ma valeur n'était pas déterminée par la quantité de sacrifices que je faisais pour des personnes qui n'avaient jamais fait de sacrifice pour moi. » Je pensais à cette conversation maintenant, en regardant mon solde de prêt à 0, et je réalisais que refuser d'aider Madison avait été le choix le plus sain que j'ai jamais fait. Non pas parce que je prenais plaisir à ses difficultés, mais parce que dire non avait été le moment où je m'étais enfin choisie, le moment où j'avais décidé que ma propre vie et mon avenir comptaient autant que ceux de n'importe qui d'autre. Tout ce que j'avais construit depuis lors reposait sur cette fondation d'estime de soi, de limites et de la reconnaissance que l'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. J'avais trouvé la paix non pas dans la reconnaissance éventuelle de ma famille de leurs manquements, car cette reconnaissance n'est jamais vraiment venue, mais dans ma propre connaissance que j'avais survécu à leurs échecs et que j'avais construit quelque chose de beau malgré tout, quelque chose qui était entièrement à moi et qui reflétait qui j'étais réellement plutôt que qui ils avaient essayé de faire de moi. Et alors que j'étais assise là, les larmes séchant sur mon visage et mon avenir s'étendant devant moi, plein de possibilités, de liberté et de choix qui n'appartenaient qu'à moi, je me sentais reconnaissante, non pas pour le parcours qui m'avait amenée ici, car certaines parties de ce parcours avaient été inutilement douloureuses et injustes, mais pour la force que j'avais découverte en moi en chemin,
La prise de conscience que je pouvais survivre en étant invisible et dévalorisée par les personnes qui étaient censées m'aimer le plus et quand même construire une vie digne d'être vécue, et c'était un cadeau que personne ne pourrait jamais m'enlever.